la culture chinoise, le rat est le premier animal parmi les 12 animaux du signe du zodiaque, devançant les créatures mystiques telles que le dragon. Selon la légende, il vola à la place du buffle grâce à son intelligence et sa ruse, lui conférant ainsi la tête des signes astrologiques. De sa petite taille et faible physiquement, il est néanmoins intelligent et agile. Jean de La Fontaine est un poète, moraliste, dramaturge français du XVIIe. Il s'inspire pour créer les fables des modèles de l'Antiquité grecque, notamment d'Ésope, de Babrius ou encore de Phèdre. Les fables ont pour but de plaire, d'instruire et d'éduquer, ainsi que de donner des bonnes morales. Les critiques faites dans ces fables sont des critiques explicites ou implicites, visant le roi Soleil, afin de lui permettre de comprendre ce qui se passe autour de la cour. Se croire un personnage est fort commun en France. On y fait l'homme d'importance et l'on n'est souvent qu'un bourgeois, c'est proprement le mal François. Là, cette vanité nous est particulière, les Espagnols sont vains mais d'une autre manière. Leur orgueil me semble en un mot beaucoup plus fou mais pas si sot. Donnons quelque image d'une autre, qui sans doute en vaut bien un autre. Un rat des plus petits voyait un éléphant. Des plus gros et raillés le marchait un peu lent. De la bête de haut parage qui marchait à gros équipage sur l'animal à triple étage. Une sultane de renom, son chien, son chat et sa guenon. Son perroquet, sa vieille et toute sa maison s'en allaient en pèlerinage. Le rat s'étonnait que les gens fussent touchés de voir cette pesante masse. Comme si d'occuper plus ou moins de place nous rendait, disait-il, plus ou moins importants. Mais qu'admirez-vous en lui, vous autres hommes? Serait-ce ce grand corps qui fait peur aux enfants? Nous ne prisons pas, tout petits que nous sommes, d'un grain moins que les éléphants. Il en aurait dit davantage, mais le chat sortant de sa cage lui fait voir en un instant qu'un rat n'est pas un éléphant. Pour l'analyse au premier degré, nous pouvons voir qu'il s'agit d'un apologue d'un récit vivant. C'est l'histoire d'une rencontre entre un rat et un éléphant. L'éléphant est tellement grand qu'il suscite une réflexion chez le rat. Cette réflexion est philosophique. Il se pose des questions rhétoriques, comme par exemple « Mais qu'admirez-vous en lui, vous autres humains ?» Cette réflexion continue en discours direct. Nous sommes donc, en tant que lecteurs, absorbés par la pensée du rat. Le rat occupe une place importante dans la fable. Donc, on ne s'attend pas à une fin si tragique pour lui. On apprend sa fin grâce à un euphémisme. Il lui fit voir en moins d'un instant qu'un rat n'est pas un éléphant. Il y a aussi une antithèse concernant la physique des deux animaux, au vers 11 et 12. On peut remarquer les adjectifs qui s'opposent tels que petit et gros. L'éléphant est décrit comme une figure imposante, mais il y a aussi des adjectifs qui le dénigrent, tels que lent, gros et pesante masse, ce qui rend l'animal moins apprécié du rat. On peut aussi lire la richesse de celle à qui l'éléphant appartient lorsqu'il parle de son chien, de son chat, son perroquet. Ceci est une accumulation qui met en valeur l'animal. L'expression « animal à triple étage » montre une fortune toujours plus importante aux yeux des autres passants. On peut aussi voir l'hyperbole « toute la maison » qui permet de vraiment insister sur la richesse. Le caractère du rat est donc visible. Nous voyons qu'il est jaloux de l'éléphant et il le déconsidère quand il nous dit « Ne nous prisons pas, tout petits que nous sommes, d'un grain moins que les éléphants ». Les cris ne parlent pas de l'Espagne et de la France, mais uniquement du roi et de la cour. Le roi serait ici représenté par l'éléphant, grand et admiré par tout le monde. Dans cette fable, il ne dit pas un mot, et il est pourtant d'ores et déjà admiré de tous, et a une autorité naturelle. Le rat représenterait alors un bourgeois, tentant de se moquer ou de rationaliser la noblesse. Cependant, sans que le roi n'agisse, la noblesse, qui est ici représentée par l'équipage sur le dos de l'éléphant, agit et remet à sa place le rat. La morale serait donc, dans ce cas de figure, que la bourgeoisie doit rester à sa place et ne doit surtout pas essayer de prendre la place de la noblesse. L'analyse en fonction du contexte. Il nous faut retourner à l'époque en question, ici au XVIIe siècle, lorsque La Fontaine écrivit la fable pour les gens de la cour dans le but de les divertir et d'y faire passer une morale. La Fontaine, malgré sa notoriété, reste à l'écart de la noblesse de Louis XIV.
Sa façon d'être est similaire au comportement sage de l'éléphant, qui prend une distance et évite les problèmes durant la confrontation avec le rat. L'attitude adoptée n'est pas preuve de lâcheté mais de sagesse. La Fontaine, en écrivant cette fable, reste humble et ne profite pas des privilèges dus à son profil d'artiste que la cour pourrait lui offrir. Une autre version possible serait l'association des êtres sur le dos de l'éléphant à la noblesse, étant donné que le chat et le chien sont des animaux de domicile. Il faut aussi noter le conflit qui fait suite à la guerre de 1635 à 1659 entre la France et l'Espagne, désormais devenu moral et plus physique. Ce conflit intellectuel relève malgré tout la similitude de la sottise, bien que différente, entre les deux nations. Comparaison de la fable de La Fontaine avec son modèle antique. La morale de la fable est tirée de Phèdre, l'âne se moquant du sanglier. Explicitement, l'âne exprime une gentillesse mensongère à l'encontre du sanglier. Il lui fait part d'une politesse inhabituelle. Le solitaire comprit très rapidement cette moquerie de mauvais goût et resta sur la défensive. L'âne le remarqua et ne manqua pas de saisir l'opportunité pour jouer avec les nerfs et la patience du sanglier en l'insultant de manière directe. L'animal est connu de tous comme étant désagréable et espère provoquer la colère. Le sanglier, effectivement poussé par la rage, réussit à se contenir et répond d'une manière sage et réfléchie. Le comportement de l'éléphant est donc similaire à celui du sanglier dans son modèle antique.